Bonjour à tous, Cindy et moi avons décidé de profiter de l'exposition du musée d'histoire naturelle consacrée aux oiseaux afin de vous familiariser avec ces animaux à plumes. Je vais de ce pas demander à Cindy comment on peut les définir. Bonjour Cindy, peux-tu nous donner les caractéristiques des oiseaux s'il te plaît? Bonjour Laurence, coucou les loulous. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver cette fois-ci dans le musée. Mais revenons-en plutôt à nos moutons. Enfin non, plutôt à nos oiseaux. L'oiseau, c'est un animal qui fait partie des vertébrés, dont le corps est en effet recouvert de plumes, qui possède un bec en os, recouvert d'un étui corné, dont les membres antérieurs, c'est-à-dire l'équivalent de nos bras, sont retournés vers l'arrière et transformés en ailes, et qui pond des œufs amniotiques recouverts d'une coquille solide. Comme les reptiles, vous vous souvenez? Une mauvaise expression dit que c'est un animal à sang chaud. Mais ce qui est exact, c'est qu'il est en fait endotherme. Ça veut dire qu'il maintient son corps à une certaine température en produisant de l'énergie grâce à sa nourriture, tout comme nous. Sauf qu'il a une température plus élevée que nous, entre 38 degrés et 45 degrés selon l'espèce. Les oiseaux sont en effet des vertébrés, mais leur squelette présente quelques caractéristiques qui sont toutes des adaptations au vol. Les clavicules sont soudées et forment un seul os qu'on appelle la fourchette. Certains os sont creux, remplis d'air, ce qui rend le squelette très léger. Certaines vertèbres de l'arrière du corps de l'oiseau sont soudées entre elles, ce qui rend le squelette très solide et donc résistant au vol. Les côtes sont reliées par de petits os qu'on appelle les processus incinés, ce qui rend la cage thoracique résistante à la force que l'oiseau doit développer pour voler. Le sternum, que nous possédons ici, est très développé chez les oiseaux qui volent. Cela s'appelle le bréchet. Les ailes ne comportent que 3 doigts, mais les os sont disposés de manière à ce que l'aile occupe une grande surface. Tu vois Cindy, pour voler, il ne suffit pas d'avoir des plumes. Tu as raison Laurence. Regarde l'autruche. Elle possède des plumes et pourtant elle est incapable de voler. Son corps est bien trop lourd. Si tu observes, elle ne possède pas non plus de bréchet. Cet os qui permet aux muscles des ailes d'être solidement attachés. Par contre, elle est capable de courir très vite grâce à ses longues pattes musclées. Elle peut atteindre des pointes de vitesse de 90 km/h, ce qui la rend plus rapide qu'une lionne. Et voici un autre oiseau qui ne peut pas voler, le manchot. Ses ailes recouvertes de toutes petites plumes très fines lui servent de nageoire. Ses pattes lui servent à se diriger dans l'eau. Son petit cou et son corps rigide lui permettent de nager à vive allure. Moi aussi je connais un oiseau qui ne vole pas. C'est le kakapo. Il vit uniquement en Nouvelle-Zélande, près de l'Australie. C'est le plus gros des perroquets et le seul d'entre eux qui ne vole pas. Autre caractéristique surprenante, il peut vivre plus de 60 ans. Mais malheureusement, c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Et si on ne fait rien pour le protéger, il risque de disparaître comme beaucoup d'autres oiseaux. Il a beaucoup été chassé pour ses jolies plumes vertes. À ce propos, je me demandais s'il n'existait qu'une seule sorte de plume. Oh non, Laurence, on nomme les plumes en fonction de l'endroit où elles se trouvent sur le corps de l'oiseau et en fonction de leur aspect. Les plumes qui forment les ailes sont les rémiges. Celles de la queue, les rectrices. Les tectrices, quant à elles, sont celles qui forment le duvet qui protège du froid. Et parmi ces différentes plumes, toutes ne sont pas identiques d'un oiseau à l'autre. Certaines sont très longues, regarde, comme chez le paon. Ah là, je connais un exemple frappant. Voici une plume de pigeon, un oiseau qu'on entend voler quand il passe près de nous. Les différentes parties de cette plume sont bien serrées entre elles, on les appelle barbe et barbule. Voici une plume de moyen duc,
dont les différentes barbes et barbules sont bien moins serrées que sur la plume de pigeon. Cela permet à l'oiseau de voler sans faire de bruit quand il chasse la nuit pour attraper une petite souris. Ce qui est aussi frappant chez les oiseaux, c'est la variété des becs qui existent. Regarde la différence entre celui du faucon cresserelle, du pivert et du canard colvert. C'est lié au régime alimentaire de l'oiseau, Laurence. En effet, les oiseaux peuvent manger des fruits, du nectar, des graines, des plantes, de la viande, du poisson, des cadavres, des insectes, voire même du sang. Regarde le héron. Son bec est long et pointu, ce qui va lui permettre de poignarder les poissons dont il se nourrit. Le pélican, lui, il utilise son bec comme une épuisette pour attraper le poisson, qu'il avale d'ailleurs généralement dès la capture. Le colibri utilise son bec comme une sorte de paille pour aspirer le nectar des fleurs. Le toucan mange des fruits qu'il attrape avec son bec à la manière d'une pince. Le perroquet, lui, il casse des coques de fruits durs dont il raffole grâce à son bec costaud et crochu. À propos de nourriture, sais-tu que les oiseaux possèdent un estomac composé de 2 parties? La première, qu'on appelle l'estomac glandulaire, permet de digérer chimiquement les aliments grâce à l'acide qui s'y trouve, comme dans notre estomac. La deuxième, appelée gésier, permet la digestion mécanique des aliments grâce à des contractions musculaires de l'estomac. Certains oiseaux, comme les poules, avalent même de petits cailloux afin de faciliter cette digestion mécanique. Tu te souviens que dans notre vidéo consacrée aux reptiles, nous avons expliqué que les crocodiliens possèdent certaines caractéristiques en commun avec les oiseaux, notamment au niveau de l'estomac. Eh bien, c'est celle-ci, le fait de posséder un gésier et d'éventuellement avaler quelques petits cailloux afin de faciliter la digestion. Nous avions ainsi expliqué que les crocodiliens et les oiseaux font partie des archosauriens. Ah oui, je me souviens bien de tout cela. D'ailleurs, nous avions parlé d'autres points communs, comme par exemple le fait de construire un nid et de s'occuper de leurs petits. D'ailleurs, les petits peuvent adopter 2 types de comportements. Soit, par exemple, ils ont déjà du duvet et ils voient suffisamment bien et donc peuvent quitter le nid de temps en temps pour aller chercher de la nourriture. On dit alors qu'ils sont nidifuges. C'est par exemple le cas de la grue. Ou alors, ils sont aveugles et ne possèdent pas encore de plumes, ils ne peuvent donc pas quitter le nid. On dit alors qu'ils sont nidicoles, comme le merle. Mais dans tous les cas, les parents s'occupent de leurs petits. Un autre point commun entre les crocodiliens et les oiseaux est la présence d'un cloaque. Cet organe en forme de canal est l'endroit où se rejoignent l'appareil urinaire, l'appareil digestif et l'appareil reproducteur. Autrement dit, c'est là qu'ont lieu l'accouplement, la sortie des œufs, la sortie des selles et la sortie des urines. Cet organe se situe à l'arrière du corps de l'animal, sous les derniers os de la colonne vertébrale, donc sous la queue. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, tous les oiseaux pondent des œufs. La taille de ceux-ci varie et dépend évidemment de la taille de l'oiseau. La couleur des œufs peut également être très différente d'un oiseau à l'autre. Voici un œuf de mésange, un œuf de pie, un œuf de corbeau, un œuf de poule, un œuf d'oie, un œuf de manchot, un œuf d'émeu et un œuf d'autruche. Parlons justement de la taille des oiseaux. À ton avis, Laurence, quel est l'oiseau le plus grand du monde? Cela dépend si on parle d'un oiseau qui vole ou pas. Oui, tu as raison, Laurence. Commençons d'abord par ceux qui ne volent pas. Allez, je te donne un petit indice. C'est le plus grand en hauteur. Il s'agit bien sûr de l'autruche.
Il paraît qu'elle peut mesurer plus de 2,50 m. Eh oui, c'est bien elle. Regarde comme elle est grande par rapport à moi. Et tu imagines qu'un mâle d'autruche peut peser jusqu'à 150 kg. Tiens, et si maintenant nous parlions du plus petit des oiseaux? Ah, ça doit être un oiseau-mouche. Bravo Laurence! Et plus exactement, le colibri d'Helena. C'est un oiseau que nous ne possédons pas au musée, mais nous avons un autre oiseau presque aussi petit et qui fait partie de la même famille. Voici la coquette magnifique, qui mesure un peu plus de 6 cm et pèse seulement 3 grammes, comme un demi-sucre. Il faut encore préciser quelque chose par rapport à la taille des oiseaux. On ne parle pas forcément de la hauteur de l'oiseau, mais également de son envergure, c'est-à-dire la distance d'un bout de l'aile à l'autre lorsque celles-ci sont entièrement déployées. Et là, le champion toute catégorie, c'est le grand albatros qu'on appelle également albatros hurleur. Son envergure peut dépasser les 3 mètres, soit 3 grands pas. Il est malheureusement menacé d'extinction, notamment à cause de certaines pratiques de pêche. Alors, nous avons parlé du plus grand, du plus petit, du plus lourd, du plus large, mais à votre avis, qui est le plus rapide? Allez, je vous aide un petit peu, je vous donne quelques indices. C'est un rapace, gris foncé, avec la poitrine de couleur crème, des pattes jaunes et un bec noir. Mais oui, c'est le faucon pèlerin. Alors, en piqué, c'est-à-dire quand il fonce vers sa proie en descente, il peut atteindre une vitesse de 380 km/h. Vous vous rendez compte? C'est 3 fois plus que la vitesse autorisée sur l'autoroute. Attention au flash! À propos de vitesse, les oiseaux-mouches dont nous parlions tout à l'heure atteignent aussi des records. Ils battent des ailes jusqu'à plus de 100 fois par seconde et les mouvements de leurs ailes leur permettent de voler sur place et même en arrière. Ce sont les seuls oiseaux capables de faire cela. Pour assurer une telle prouesse, leur cœur bat à plus de 1200 fois par minute en plein vol. Ces oiseaux se nourrissent de nectar de fleurs en plein vol grâce à leur langue dont ils se servent comme une paille. Les oiseaux-mouches vivent en Amérique et présentent de magnifiques couleurs comme beaucoup des oiseaux diurnes, c'est-à-dire qui vivent le jour. Tu peux nous rappeler la différence avec les oiseaux nocturnes, s'il te plaît, Cindy? Bien sûr. Alors comme vous pouvez le voir, les oiseaux nocturnes, donc qui sont actifs la nuit, ont un plumage plus terne, ce qui leur permet de se camoufler dans leur environnement, comme par exemple le feuillage des arbres ou les troncs. On remarque également qu'ils ont de grands yeux leur permettant de distinguer leur proie dans la pénombre. Mais contrairement à nous, ils ne peuvent pas bouger leurs yeux dans leurs orbites. Désavantage qui est compensé par la mobilité de leur tête, qui peut tourner à 270 degrés. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire faire les 3/4 d'un tour complet. Chez eux, pas de torticolis. N'oublions pas de rappeler que la couleur des plumes va jouer un rôle important dans la séduction des femelles par les mâles. Mais pas seulement. Certains d'entre eux pratiquent des parades amoureuses incroyables. Prenons l'exemple de l'oiseau jardinier satiné qui vit en Australie. Les mâles construisent des structures avec des branches et décorent les alentours avec des objets majoritairement bleus. Après avoir examiné les structures en branches, les nids et les danses pratiquées par le mâle, la femelle choisit celui qui l'aura le plus séduite pour s'accoupler avec lui. Une autre manière de distinguer les oiseaux est de savoir s'ils sont migrateurs ou pas. Par exemple, le moineau et le merle, qu'on connaît bien chez nous, restent dans nos régions pour passer l'hiver. Ils ne sont pas migrateurs. Par contre, la bernache nonnette, qui fait partie de la famille des oies, migre en automne. Elle quitte des régions comme le Groenland ou la Russie pour se diriger vers des pays comme l'Irlande ou les Pays-Bas, où elle passera
un hiver moins froid. On a aussi les flamants roses et les hirondelles qui sont connus pour être migrateurs. J'en profite pour vous présenter 2 spécimens assez rares. Voici les pigeons migrateurs dont l'espèce a disparu au début du XXe siècle, alors que 100 ans plus tôt, on la comptait par milliards en Amérique du Nord. Elle a massivement été chassée parce qu'on pensait qu'elle se nourrissait des récoltes de céréales. Ajoutez à cela des incendies, le déboisement et autres catastrophes naturelles, et voici une espèce définitivement disparue. Oui, c'est un peu comme le dodo qui vivait sur l'île Maurice et qui a disparu il y a plus de 300 ans. Il fait justement partie de la même famille que les pigeons, même si cela ne semble pas évident quand on l'observe. Le but de l'exposition dans laquelle je me trouve est de sensibiliser les visiteurs au fait que bon nombre d'espèces d'oiseaux disparaissent, même s'il ne s'agit pas de la classe d'animaux la plus menacée. On estime que 14% des espèces d'oiseaux sont menacées ou ont déjà disparu. Les espèces d'Asie du Sud-Est sont particulièrement menacées. D'ailleurs, Cindy, à côté de l'endroit où tu te trouves, il y a un oiseau menacé. Et oui, Laurence, il s'agit du kiwi. C'est un oiseau endémique de la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire qu'il ne vit que sur cette île. Alors, les animaux qui vivent comme ça dans des endroits précis sont beaucoup plus susceptibles de disparaître en cas de menace. Il est plus petit que l'autruche et pourtant, il n'est pas non plus capable de voler, tout simplement parce que ses ailes sont peu développées et ses plumes ressemblent beaucoup plus à des poils car elles sont très fines. Espérons que les programmes de sauvegarde du kiwi permettront de perpétuer l'existence de cette espèce. Laurence, je me demandais, il n'y a que les oiseaux exotiques qui sont menacés ? Et non, Cindy, tu as bien raison de te poser la question. En Europe également, on observe la disparition de certaines populations d'oiseaux. En France et en Belgique, ce sont surtout les espèces des milieux agricoles qui sont les plus menacées. Parmi les espèces qui disparaissent le plus, on observe l'alouette des champs, le moineau friqué et la tourterelle des bois. L'utilisation de produits chimiques ainsi que le réchauffement climatique sont principalement responsables de ces disparitions. Il nous reste à suivre l'exemple de certains pays européens qui ont déjà mis en place des politiques permettant de freiner ces disparitions. Je vous laisse sur cette note d'espoir et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir Cindy, au revoir à tous. Bon les amis, avant de se quitter, moi j'aimerais vous proposer un petit jeu. Si vous nous avez bien écoutés, vous n'aurez aucune difficulté à associer un objet de notre vie quotidienne à l'oiseau qui lui correspond. Pensez surtout à son bec. Bon, les loulous, au revoir et à tout bientôt.